Bonjour à toutes et à tous, coucou les copains, j'espère que vous allez bien et que vous passez encore une belle soirée en notre compagnie. Et ce soir est donc un grand soir puisqu'on relance nos émissions. Donc pour rappeler à peu près ce qui va se passer sur la saison qui arrive, c'est-à-dire de maintenant à juin prochain, le mardi il y aura des discussions, soit moi qui ferai réponse compliquée à une question simple, donc aujourd'hui avec Adrien, qui nous répondra à ce qui peut nous transformer en vampire, c'est notre grande question du soir. Et nous aurons aussi en alternance avec Nicolas Sébastien Landé, lui qui fera putain de carrière, qui revient, qui aura plein d'invités assez prestigieux pour parler de cinéma. Le jeudi, c'est le book club. Je vais voir comment je le tiens. Je suis un peu crevé, donc ça se trouve, je vais pas le tenir très longtemps, mais il y en a un spécial Anne Rice après-demain. On est sur Radio Canu, mais ça c'est pas du Twitch, le jeudi après-midi et le dimanche soir, comme vous le savez si bien, je suis avec Clara ou Nico et on fait une petite soirée thématique. Voilà, et ben aujourd'hui, ma foi, je suis très très content d'accueillir Adrien. Alors déjà, Adrien Parti, c'est un ami. D'avant toute chose, on se connaît depuis, ça fait quoi, on doit taper les 12-15 ans, un truc comme ça, je pense. Au moins 15 ans, je dirais. Ouais, j'irais bien 15 ans qu'on se connaît sur Lyon. On s'est connus notamment du fait que tu avais fait à une époque le salon du vampire, on reste dans la thématique, salon lyonnais tourné comme le nom l'indique, autour du vampire. Tu es un gros fanat de vampires, puisqu'on parle aussi du site vampirisme.com que tu tiens, et ne serait-ce qu'il y a quelques jours, tu as sorti un petit ouvrage de 650 pages qui s'appelle, qu'on a intelligemment appelé Vampirologie, paru chez Actu SF. Et donc ce soir, on va se faire un plaisir de discuter de ton travail, de toi, bien entendu, et du livre, et aussi un peu de ton parcours, ma foi. D'ailleurs, il faut que j'ouvre mes petites notes, je l'ai pas encore fait. Ah là là. Pour une fois, je prépare mes questions. Voilà, et si vous avez des questions dans le chat, à un moment ou à un autre, pour Adrien, il n'y aura aucun souci. On part pour à peu près 1 heure de discussion, peut-être un peu plus, si on a envie de déborder avec Adrien, ça se fera un peu selon notre énergie. Suivront une petite sélection qu'a fait Adrien Parti, sur 2 films. Donc, il s'agit, j'ai déjà oublié le nom, c'est quoi déjà Adrien Il y a 2 volets d'un film qui s'appelle Carmina, en fait, qui est à la fois l'un des premiers films fantastiques québécois, mais aussi le premier film de vampire québécois. Donc, rien que pour le fun du truc, ça me semblait c'est marrant de remettre ce truc en avant, en fait, qui est souvent oublié. Et l'autre truc que je t'ai proposé, oui, c'est une émission un ancien numéro d'émission Mystère, en fait, qui est connu des gens de notre génération parce que c'était un peu comment dire, une manière en fait de se frotter au surnaturel via le biais de TF1, donc un truc hyper sensationnaliste en fait, avec des reconstitutions aux petits oignons. Et donc c'est un épisode sur une chasse aux vampires qui s'est tenue à Londres dans les années 70 en fait. Et oui, moi je me rappelle donc de cette série Mystère qui m'effrayait, hein. J'avais quoi, j'ai 11-12 ans, enfin 10 ans, des choses comme ça, et j'étais terrifié par certains épisodes, notamment je me rappelle de l'épisode de la combustion spontanée, épisode qui faisait plus ou moins croire que des êtres humains en fait se mettaient d'un coup à brûler d'eux-mêmes, et quand t'es gamin tu fais mais est-ce que ça peut m'arriver, ça sortait vraiment de nulle part, etc. Je me souviens, j'avais vu ça, j'avais pas dormi de la nuit, hein. J'avais 11 balais, un truc comme ça quoi. Voilà, et ben écoute Adrien, ravi de t'avoir ici, donc comme je t'avais dit, dès que ton livre sort, ça sera un plaisir avec nous, avec les intergalactiques, de l'accompagner, parce que déjà c'est un objet extrêmement intéressant, ça fait plaisir en tant qu'ami, mais aussi de te voir en tant qu'auteur te lancer dans la grande aventure de la publication, même si tu as fait des choses avant en publication. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors oui, c'est pas totalement mon premier ouvrage, quand j'ai commencé vampirisme.com en 2006, au bout de quelques années, j'ai des amis auteurs, je pense notamment à Stéphane Soutoul, qui m'ont demandé en fait de préfacer leur roman. Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé à faire un petit peu de publication. J'ai publié des articles dans un très beau livre en fait de Jean-Marie en fait qu'il avait publié aux éditions de La Martinière. Alors Jean-Marie, on le verra d'ailleurs dans l'épisode de Mystère, c'est l'universitaire en fait le plus calé en France sur la figure du vampire. C'est un peu mon mentor. Au début, c'était mon mentor virtuel, c'est devenu en fait plus ou moins mon mentor réel parce que je le connais, on l'a invité au Salon du Vampire. Et donc, du coup, il m'a proposé d'écrire, en fait, dans un des très derniers beaux ouvrages qu'il a écrit, en fait, 3 articles sur le vampire en bande dessinée, en manga et en comics. Ils sont, en fait, 3 articles qui m'ont servi de base de départ à des chapitres que je traite dans mon bouquin. Et j'ai écrit aussi une fiction, en fait, une petite fiction, en fait, aux éditions du Carnoplast, en fait, qui s'appelle La mort au crâne de plâtre, dans lequel, en fait, je mixe 2 choses. Mon intérêt pour le vampire, parce qu'en fait, cette collection a pour pitch de départ, l'éditeur fournit une couverture, un titre, et l'auteur a carte blanche pour traiter du truc.
il m'a rajouté une contrainte supplémentaire. Il fallait que ça parle de vampires parce que l'auteur, en fait, est aussi un ami et il m'a dit, je te prends à écrire un texte pour que ça parle de vampires, sinon pour moi, ça n'a aucun sens. Donc j'ai mixé mon intérêt pour le vampire avec la SF d'un Jack Vance, d'un Edmond Hamilton, donc un truc de pur SF pulp et rétro, avec des histoires de squelettes vampires dans l'espace. Enfin, je me suis beaucoup amusé sur ce truc. Mais ça ne présageait pas en fait le travail qui est vampirologie sur lequel je planche depuis 2018 en fait, suite à la demande de mon éditeur. Donc on va aussi commençons par sur ton parcours aussi hors écriture. Donc tu tiens le célèbre et on va dire la référence du site internet Vampire dans l'Hexagone et on va dire en francophonie même générale, vampiris.com. Comment s'est déroulée cette aventure pour que tu te retrouves à gérer ce site? Alors en fait, l'histoire du site est très très ancienne parce que globalement, dès que j'ai commencé à avoir un ordinateur et à m'amuser à bosser sur du HTML, j'ai eu envie de traiter ce sujet-là. Parce que en fait, finalement, c'est le 9e art qui m'a finalement amené au thème du vampire, notamment une série de bandes dessinées qui s'appelle Le Prince de la Lys de Yves Walls, qui est une série très influencée par la Hammer et la Universal, avec une histoire d'une famille de chasseurs de vampires qui luttent à travers les générations contre un vampire archétypique. Et en fait, j'ai eu assez tôt envie de faire quelque chose de cet intérêt. À l'époque, ça se bornait beaucoup à cette série de bandes dessinées, à Dracula, que j'ai lu dans la foulée, et à 2-3 petites autres choses que je commençais déjà à collecter. Donc, dès mes premiers débuts en HTML, donc là, on est plutôt fin des années 90, j'ai commencé de tenter de monter un site sur le sujet. Alors, j'ai gardé toutes les maquettes, des trucs ultra kitsch avec des jeunes femmes goth avec des dents qui posent limite dans du cercueil sur des fonds roses, violets, des trucs de toute beauté et de très bon goût. Et en fait, cet intérêt m'a poursuivi pendant des années sans que j'en fasse globalement autre chose. En fait, je suis parti dans une carrière plutôt orientée sur le marketing, la communication et le développement informatique. Et à un moment, durant ma première expérience professionnelle, il y a 2 choses qui vont se rentrer dedans. Je vais décider avec un ami en fait qui est d'ailleurs parmi nous ce soir en fait le chat conteur en fait est un ami à moi en fait qui est la personne qui m'a accompagné en Roumanie sur les traces du Dracula historique. Donc, on a passé 2-3 semaines en faisant du stop en essayant de croiser à la fois le Dracula de fiction et le Dracula historique, donc le personnage historique qui a influencé en partie Bram Stoker pour son bouquin. Et en revenant de ce voyage-là, mes collègues m'ont tanné pour que j'en fasse quelque chose. Donc j'avais envie de faire un site internet. En plus, vu que c'était mon job, ça me permettait en fait de me faire la main sur un projet perso. Et maintenant, je suis devenu plus ou moins senior dans le monde du web. C'est vraiment un conseil que je donne à tous les débutants, se faire soi-même son propre site internet pour finalement se confronter soi-même avec la technicité du truc, tout en choisissant un sujet qui nous intéresse de manière à être en capacité à l'alimenter. Et du coup, en confrontant mon voyage avec mon intérêt pour le web, j'ai déjà mis en ligne mon carnet de notes de voyage. En fait, c'est ce qu'on a fait avec mon ami le chat conteur. En fait, on avait chacun notre cahier de brouillon. Et en fait, au jour le jour, le soir de ce voyage, on prenait des notes de ce qu'on avait vu dans la journée. En fait, donc des fois, ça parlait de vampires, des fois pas du tout. Des fois, ça parlait des grosses galères qu'on a eues à essayer de faire le tour d'un pays et d'une région qui était encore à l'époque extrêmement sauvage, des routes pas entretenues, très peu d'infrastructures. Enfin, ça commençait très mal. En plus, c'est le premier jour qu'on voulait aller sur l'île de Snagov, en fait, où se trouve la tombe du château de Dracula. Et il se trouve, en fait, qu'on arrive là-bas, on se rend compte que pour accéder à l'île, c'est uniquement en bateau, rame, de ce qu'on voyait. Et la location du bateau a été marquée en euros à l'époque, donc c'était en gros 30 ou 40 euros la demi-heure, sachant qu'il nous aura fallu au moins 2 heures pour faire l'aller-retour. Ah ouais. Ça nous pinait notre budget direct, quoi. Et globalement, de fil en aiguille, on est tombé sur une base nautique. Les mecs faisaient de l'aviron le lendemain, près de l'île. Donc, ils nous ont dit, on vous propose de vous poser sur l'île. Par contre, pour en partir, vous vous débrouillez vous-même, quoi. On a dit, OK. Et l'aventure a commencé comme ça, en fait. Donc, toutes ces anecdotes, finalement, ont été les premiers contenus qu'on nourrit mon site internet. Une fois qu'on a eu terminé de publier ces notes de voyage, je me suis dit que c'était dommage d'en rester là. J'avais publié la chronique de Dracula pour commencer, parce que pour moi, c'était aussi des trucs de démarrage de mon intérêt pour le sujet. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé au-delà. J'ai commencé à publier des chroniques de livres, de fil. Puis, de fil en aiguille, en discutant avec ma compagne, elle m'a dit « Mais pourquoi tu interviews pas des auteurs aussi? Parce que tu en connais, tu as interviewé leurs bouquins. » Donc, j'ai proposé des interviews.
Après, on allait chercher d'autres médias, on allait chercher la musique, on allait chercher comment dire, le spectacle vivant. Il y a des chroniques de comédie musicale, de pièces de théâtre. On allait chercher les jeux vidéo. Enfin, je veux dire, mon intérêt, en fait, il est tentaculaire pour le sujet, parce que le sujet, pour moi, il est tentaculaire. Tous les médias, à l'heure actuelle, ont traité du vampire d'une manière ou d'une autre, sachant qu'il y a des interconnexions entre tous les médias qui rendent ce truc encore plus riche que ça en a l'air au premier abord. Alors j'avance un peu sur une de mes questions, mais ça me permet de rebondir sur ce que tu dis. Actuellement, on ressort, on va dire, je pense qu'on en sort d'une vague zombie. En gros, on a une grosse vague de grosse mode zombie, les films, les jeux vidéo. Enfin bon, on a tout bouffé du zombie pendant 10 ans, voire plus ces derniers temps. Comment tu comparais, toi, la figure du vampire à la fois, parce que là, le zombie, pareil, c'est quelque chose qui existe vraiment, on va dire, depuis les années 60, hein, depuis Romero, etc. Comment, toi, quel parallèle tu ferais entre ces deux genres? Est-ce que tu penses aussi que le vampire serait un être qui aussi important que le zombie dans la culture populaire? Alors déjà, ce qu'il faut noter, c'est que tu parles du zombie en fait des années 70. En fait, des films de zombies, en fait, on en a dans les années 30, 40, parce qu'il y a des Bela Lugosi sur le sujet, il y a White Zombie qui sont des films beaucoup plus anciens sur le sujet, mais qui traitent du zombie dans sa forme plus, comment dire, folklorique, avec tout ce qui est, enfin, les Lemba et ainsi de suite. Le zombie des années 70, celui de Romero, en fait, il est déjà dans un contexte contemporain, dans un cadre moderne, et surtout naît en fait du vampire que j'ai trouvé génial. Je le savais déjà, mais je suis retombé dessus en écrivant le bouquin. C'est que le bouquin à la base de Romero pour La Nuit des Morts Vivants, c'est Je suis une légende de Matheson. Mhm. Donc, quelque part, le zombie moderne naît du vampire. Pour moi, en fait, il y a un lien, en fait. C'est la revanche. C'est une espèce de rejeton, en fait, ingrat. Une filiation, un héritage dévoyé. C'est ça. Après, pour moi, il y a beaucoup d'autres choses différentes avec le, le zombie, même si globalement le vampire peut aller sur les mêmes terrains. Typiquement, sur le zombie permet beaucoup de traiter du post-apo, de la collapsologie, ce genre de thématique. Le vampire s'intéresse aussi. Il y a des œuvres récentes sur le sujet. Je pense à The Strain de Del Toro. Il y a des œuvres comme ça qui jouent aussi sur ce tableau-là, en fait, de la collapsologie associée à la figure du vampire, quoi. Pour moi, c'est des figures de la pop culture qui ont des points communs, mais pour autant qui sont très différentes en cela que le vampire, en fait, est un peu à part de tous les grands mythes surnaturels, parce que le vampire, c'est une des rares figures surnaturelles. Il y a des personnages, en fait, des noms, en fait. Il y a Dracula, il y a Vampirella, euh, il y a Lestat. En fait, il y a plein de. En fait, ils sont incarnés, en fait. Mhm. Le zombie, en fait, c'est plutôt la masse. En fait, il n'y a pas un zombie qui serait plus connu que les autres, en fait, et qui se détacherait du lot, en fait. Le loup-garou, c'est un peu pareil, en fait. Il y a pas une figure de. On laisse de côté ceux de la Universal, en fait, bien évidemment, mais enfin, David Talbot et les autres loups-garous, en fait, du cinéma classique n'ont pas forcément fait autant école qu'a pu le faire Dracula, qu'on trouve absolument dans tous les médias, quoi, en fait, quoi. Et Pour moi, c'est un peu une figure qui se détache de tout. où sont mes petites notes? Ta, ta, ta. Oui, et donc le vampire, toi de ton côté, c'était quelque chose une figure que tu aimais déjà très jeune, ou c'est vraiment arrivé via ce voyage que tu as fait au début des années 2000? Je disais, en fait, ça date des années 90. Je suis tombé en vacances. C'est un cycle de bande dessinée qui s'appelle Le Prince de la Nuit de X. Waltz et qui traite justement d'un un méchant vampire qui s'appelle Kerrigan, en fait, qui s'attaque au Moyen-Âge à la femme d'un châtelain. Et ce dernier, en fait, décide de vouer toute son existence à la destruction de ce vampire-là. Et si lui n'y arrive pas, à ce que son aîné, en fait, prenne le flambeau, et l'aîné de son aîné, et l'aîné de son aîné, et ainsi de suite. Et l'histoire démarre dans les années 30, en 1930. Donc on comprend du coup qu'il y a eu peut-être 10, 15, 20 générations en fait, de cette famille-là qui luttent contre ce même vampire. Et ce truc-là m'avait fasciné parce qu'il y a une lecture très gothique, très hammerienne, voire universelle du sujet. Il y a aussi un côté un peu érotique qui va bien avec la figure du vampire, en fait, qui flirte lourdement avec ce genre de choses. Il y a un côté aussi un peu mortifère parce que bien évidemment, vampire oblige. Il y a beaucoup de parties d'histoire qui se déroulent dans des cimetières ou dans des châteaux poussiéreux. Et c'est une iconographie qui me plaisait. J'ai lu de l'imaginaire très tôt. Mes œuvres fondatrices, c'est plutôt Tolkien, Lovecraft et Dune de Frank Herbert. Donc, j'étais pas forcément d'emblée dans le registre
gothique, classique, fantastique, traditionnel. Et finalement, toute cette iconographie-là m'a peut-être beaucoup plus parlé, en fait, et ça reste encore des thématiques dans lesquelles j'aime me plonger, que ça soit au travers de la figure du vampire ou d'autres textes, quoi. Dans ton préface, tu écris pour moi, le vampire est une sorte de marqueur qui permet de cristalliser de grands bouleversements sous couvert de fiction. Est-ce que tu as des exemples et un peu précis sur ce que tu, par exemple, quel marqueur le vampire a pu être sur des bouleversements Alors, le vampire est très très utilisé pour souligner en fait des tabous sociétaux ou des grands bouleversements ou des grands problèmes de société. Et j'ai notamment en tête l'émergence du sida dans les années 80-90. En fait, il y a toute une foule en fait de films de vampires. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que les vampires de cette époque-là, en fait, presque même à partir de Martin, de Romero, commencent à être vus plutôt sous un angle presque médical. En fait, on va s'intéresser plutôt au vampirisme sous la forme d'une pathologie. Et l'un des films les plus représentatifs de ça, je trouve, c'est Les Prédateurs de Tony Scott, Ouais. où quand on voit comment David Bowie intègre le fait d'être un vampire. En fait, au moment où commence l'histoire, lui, en fait, il est en train de, finalement, son corps est en train de se désagréger. Il y a tout un truc sur la pureté du sang qui se met en place, sur le fait que lui, en fait, son corps n'est plus en mesure de supporter la malédiction. Donc, il y a tout un pan de la littérature sur le sujet, en fait, qui va souligner, en fait, ces problématiques liées au sang, et donc à l'épidémie du sida, en fait. Mais en fait, même sans parler d'un truc qui est aussi proche de nous, quand tu regardes le Dracula de Bram Stoker, le Dracula de Bram Stoker souligne beaucoup de choses de son époque. Il souligne notamment le fait que la technologie et donc la révolution industrielle est là, ne serait-ce que par le fait que les protagonistes utilisent, en plus comment dire, des accessoires traditionnels pour chasser les vampires, ils utilisent en fait des outils pour enregistrer leur voix. Il y a beaucoup de technologie en fait d'époque qui est mise en scène. Et il y a aussi cette idée justement qui, qui pèse en fait sur le bouquin de cette peur de l'Angleterre face en fait à un empire colonial qui commence à être branlant parce qu'il est tellement tentaculaire qu'ils sont pas en capacité à maîtriser tout ce qui se passe. Et c'est pas forcément anecdotique que ça soit un personnage issu en fait d'une zone complètement perdu en fait, qui est très exotique, qui s'attaque en fait à Londres en fait, qui est censé être la place forte de comment dire de la modernité pour finalement la saper en fait, quoi. Donc à chaque fois en fait, il y a ce retour cyclique du vampire qu'on appelle retour du vampire cycliste en temps de crise. Il y a un autre exemple aussi, c'est toutes les crispations liées au comment dire, à la guerre froide. Un bouquin comme Je suis une légende de Matheson, il y a ça aussi en filigrane, c'est la peur des dangers du nucléaire, de l'arme de destruction massive. Et il y a pas mal de bouquins aussi qui vont jouer là-dessus. Et comme on le disait aussi, ben là, actuellement, toutes les peurs liées à l'écologie, à la fonte des glaces, à la résurgence de virus. Je pense notamment à un bouquin et une série télé qui s'appelle V-Wars, qui existe aussi comics, qui en fait le principe est simple, c'est suite à la fonte des glaces, ça libère en fait une espèce de pathogène qui va activer dans la population en fait un gène qui va les transformer en vampires en fonction en fait de leur origine. Typiquement, une personne originaire de Russie va se transformer en un vampire typiquement russe. Donc l'auteur va aller creuser le folklore vampirique russe. Un Français, ça sera des créatures particulières, et ainsi de suite. Donc, il y a cette idée aussi, du coup, même de rattacher ça, en fait, aux problématiques écologiques actuelles. Et c'est ça que je trouve intéressant avec le vampire. C'est cette force qu'on peut avoir avec lui de parler de Dieu réel de manière détournée, quoi. Et ben on va peut-être arriver donc un petit peu sur le livre. Donc Vampirologie est sorti là, il y a quelques jours, fin août chez ActuSF. Comment en es-tu arrivé du coup tu es passé donc de voyage, enfin de découverte en voyage, en site internet, en festival que tu as créé, et maintenant on arrive à ce livre qui est un peu, je peux me permettre de le dire, mais tu peux me confirmer, me dire le contraire, un peu l'aboutissement d'un sacré bout de vie quoi, et d'intérêt pour le genre. Comment donc en es-tu arrivé à dire tiens bon on va faire un bouquin de 650 pages pour parler de tout ça?
Alors à la base, c'était pas forcément prévu que ça soit un bouquin de 650 pages. En fait, c'était juste un projet. Donc l'éditeur d'AQSF, Jérôme Vincent, m'a dit au détour, je crois que c'était au détour d'un salon du Vampire, en fait, de la la troisième édition. Il m'a pris en aparté, il m'a dit, mais pourquoi tu nous ferais pas un bouquin sur les vampires, en fait, quoi. Moi, j'y avais, naïvement déjà pensé, mais pour moi, c'était un truc qui allait se passer beaucoup plus tard. En fait, je me sentais pas assez mûr, en fait, pour attaquer un sujet comme ça. Surtout que, des bouquins sur le sujet, il y en a déjà pléthore. Mhm. Et comment apporter quelque chose de neuf sur le sujet? Comment, en fait, finalement, aussi, comment trouver ma voix dans ce sujet-là? Sachant que face à moi, en fait, que j'estimais comme face à moi à l'époque, il y a aussi des universitaires, des gens notamment comme Jean Marigny, dont je parlais, comme Alain Morvan, là, qui a retraduit, en fait, notamment Dracula et d'autres textes emblématiques comme Carmilla pour la Pléiade, et qui a fait un matériel critique dans le Pléiade consacré au sujet du vampire qui est absolument colossal. Donc, comment est-ce que moi j'allais pouvoir m'approprier le sujet et proposer quelque chose? En tête, au début, en fait, on avait un format un peu plus court, en fait, qui est un format en fait que AQSF a inauguré lors des cycles de conférences qu'ils font depuis quelques années aux Imaginales, en fait. Donc, c'était un bouquin sur la fantaisie, en fait, qui m'avait montré de Anne Besson, Mhm. sur la fantaisie et l'histoire, avec un certain nombre d'articles. Parce que moi, juste les articles, par rapport à mon approche du sujet, ça m'allait pas. C'était pas assez. Euh, Finalement, ce qui s'est fait jour au fur et à mesure des années de vie de vampirisme.com, pour moi, c'est aussi l'intérêt de donner leur voix aux créateurs, en fait. Pour moi, c'est presque plus intéressant d'entendre parler les scénaristes de bande dessinée, les réalisateurs de films, les romanciers, en fait, sur qu'est-ce que eux voient dans les vampires, comment ils ont abordé le sujet, pourquoi ils ont abordé ce sujet-là, quoi. Donc, et ça c'est devenu très important sur vampirisme.com. On doit avoir plus d'une centaine d'interviews de gens qui vont de Anne Rice à des auteurs français comme Morgane Cossarieux, à des nouvellistes, à quelques réalisateurs. Donc, donc je voulais que ça soit présent, en fait. Donc j'ai décidé, j'ai fait à Jérôme, bah, écoute, on va faire quelque chose. De chaque chapitre, mettre en lumière un sujet via un article. Il y aura une interview ou deux, en fonction des cas, et une sélection en fait d'œuvres cohérentes avec le sujet, parce que pour moi l'intérêt aussi d'un bouquin comme celui-ci, sachant que je suis pas universitaire, c'est aussi de proposer aux gens d'approfondir le sujet au travers des œuvres qui pour moi me semblent emblématiques du support abordé, quoi. Donc il y a des sujets en fait qu'on était sûr d'aborder parce que c'est emblématique. Genre, parler avoir un bouquin comme ça sur une monographie sur les vampires sans avoir un chapitre sur la littérature et sans avoir un chapitre sur le cinéma, c'est impensable. Sauf que la plupart des livres sur le sujet sont très souvent limités à ça, ou du moins remettre sous la bannière du cinéma les séries télé et ainsi de suite. Moi, ça me semblait intéressant en fait d'aller plus loin, déjà de traiter en fait de ce que je trouvais des formes de pop culture qu'on ne traite pas assez dans ce genre de bouquins, comme le jeu vidéo, le jeu de rôle, qui pour moi est assez important, la musique aussi, parce que clairement, de mes formes d'intérêt en fait pour le sujet, c'est aussi la musique. J'écoute beaucoup de métal, donc clairement en fait la figure du vampire pour les métalleux, c'est un truc. Il y a des groupes comme Cradle of Filth, c'est emblématique. Donc parler aussi de musique, approfondir certaines choses où on s'attend pas forcément à trouver des vampires. Aussi typiquement le roman policier. Pour moi, c'était un truc super intéressant à aborder parce que on peut parler de l'émergence de la figure du tueur en série en fait, parce que qu'est-ce d'autre qu'un vampire sinon un tueur en série qui laisse derrière lui une piste de cadavre exsangue, il fait couler le sang, donc il y a moyen de raccrocher là-dedans, et c'est comme ça aussi que les auteurs ont raccroché au sujet. Donc de fil en aiguille, en fait, j'ai tiré un certain nombre de chapitres qui me semblaient importants d'aborder. Donc on a constitué en fait un corpus de sujets qui ça doit faire 15-16 chapitres. Il y a des chapitres que j'ai abordés sous forme uniquement d'interview, parce que Mhm. ça me semblait plus important de faire appel à des spécialistes là-dessus, mais notamment sur Vampire et Transgression, en fait, que j'ai confié à Nicolas Stanzik, spécialiste de la Hammer, parce que la Hammer, c'est le cinéma transgressif par essence, et qu'est-ce que le vampire au cinéma aujourd'hui sans Christopher Lee en Dracula, en fait. Bah Donc, oui. c'était inabordable autrement. Et aussi sur la place des femmes dans la littérature vampirique, aussi bien par le fait qu'il y a des vampires femmes qui sont emblématiques comme Carmilla, en fait. Dracula n'existe pas sans Carmilla. Et aussi parce qu'il y a des auteurs femmes qui ont parlé du sujet et ont changé la donne. Anne Rice, voilà, Tu as, la tu plus as, évidente. tu as fait une interview d'Anne Rice d'ailleurs. Tu as eu cette Oui, chance. C'était quand? alors Ça s'est passé comment? C'était quand?
Alors, c'était en fait pour la sortie d'un bouquin qu'il a fait sur les loups-garous, en fait. C'était ça le truc qui était marrant, en fait. Je Bravo. me suis raccroché au truc, j'ai demandé le service de presse parce que j'étais en contact avec l'éditeur et puis que j'y voyais la possibilité de pouvoir lui poser des questions, sachant qu'à cette époque-là, je donnais déjà des conférences sur le sujet du vampire et j'avais envie de lui poser certaines questions pour corroborer ou pas les hypothèses que j'avais. Il y a des choses qu'elle dit, notamment dans le premier tome d'entretien avec un vampire, qui me semblent super intéressantes et que je voulais l'entendre dire. Puis je voulais l'entendre parler aussi de qu'est-ce qui l'avait influencé, elle, quels sont les vampires en fait ou les œuvres qui l'ont assez marqué pour qu'elle ait eu envie de s'approprier le mythe de cette façon-là et qu'elle se l'approprie tellement qu'elle change toute la vision qu'on a du vampire en fait. Le vampire avant, après Anne Rice, c'est pas du tout la même chose en fait. Tout change en fait. Donc je crois que tout ça, ça a dû se passer en 10 par là en fait. Elle est venue en France pour la sortie de ce bouquin-là. Et du coup, bah, j'ai pu la rencontrer. On était 3 sites à poser des questions. De fait, je crois que je suis le seul site en fait qui en ait fait quelque chose d'exploitable pour un public français parce que l'un des sites a mis en ligne la vidéo de l'interview sans sous-titrage et l'autre site n'en a rien fait. Et du coup, moi, je lui ai posé quelques questions, notamment sur ses influences, parce que pour moi, c'était intéressant de savoir comment elle en était arrivée là. Donc, ce qui est très drôle, c'est l'interview, elle est dans le bouquin, en fait. On parle aussi bien de Superman que du Parrain, en fait, dans la genèse de Entretien avec un vampire. Et on parle aussi d'un film de Universal comme La fille de Dracula, en fait, qui est une très très forte influence pour elle. Et on parle aussi d'un truc qui m'a coaché en relisant il y a quelques années Entretien avec un vampire, c'est qu'à un moment, Louis et Claudia sont en Europe après avoir, ils pensent, mis un terme à l'existence de l'Estat. Et en fait, ils veulent trouver d'autres congénères à eux. Donc, ils vont en Europe de l'Est. Et là, ils se rendent compte que le vampire d'Europe de l'Est, en fait, c'est une créature qui a aucune cervelle, qui a aucun standing, qui est pas du tout dans le monde contemporain. C'est une créature sauvage, pleine d'instinct. Et en fait, elle met en scène la rencontre entre les nouveaux vampires, qui sont les siens finalement, et le vampire traditionnel plus proche de Dracula. Et finalement, les deux personnages leur tournent le dos pour aller rencontrer des vampires de leur époque. Et je trouvais ça tellement génial d'avoir formalisé dans son bouquin le fait que, avec Entretien avec un vampire, elle tourne le dos aux vieux vampires pour en faire autre chose, quoi. Et j'étais tellement heureux de pouvoir lui poser cette question, quoi. Et pour moi, je pensais à cette époque-là que ça allait être le cumul de tout ce que j'avais sur le sujet. Je voyais pas quoi faire d'autre de mon site et de mon intérêt pour le sujet après avoir interviewé Van Rice. Pour moi, j'avais touché presque Dieu, en fait, Je quoi. m'en souviens à l'époque. C'était comme un gamin, en fait. Tu étais intenable. Tu étais intenable. C'était ouf, À quoi. juste titre, hein, ça se comprend effectivement. Ta, ta, ta. Donc, tu as déjà un peu répondu à cette question, mais je vais quand même la reposer si jamais on peut la compléter. Comment se construit l'ouvrage? Donc, du coup, effectivement, il y a énormément d'interviews qui sont tirées devant vampirisme.com que tu as un peu remis à jour, j'imagine. Et pas que. Et pas Il y en a que. beaucoup que j'ai fait spécialement, en fait, hein. Ok, il y a ça, et ensuite il y a des petites phases d'analyse aussi, enfin des bonnes phases d'analyse de différents. Est-ce que tu aurais quelques chapitres comme ça qui viendraient toi en tête, que tu aimerais mettre en avant sur, qui t'ont particulièrement plu à écrire? Alors, j'en ai déjà un peu parlé, c'est les vampires du roman policier, Mhm. notamment, parce qu'avec toute cette genèse aussi de la figure du tueur en série, en fait, qui est en filigrane et qui finit par recouper la figure du vampire, euh, parce que notamment, en fait, très tôt, en fait, au 19e siècle, les journalistes vont avoir l'idée d'affubler du qualitatif de vampire certains tueurs, notamment en France. Je pense à un personnage comme Victor Ardisson, en fait, le vampire du Muy, qui tue, égorge ses victimes. Ça fait sensationnaliste. Du coup, à ce moment-là, en fait, je crois, dans les années 1840. Euh, le vampire de Polidori a été traduit. La morte amoureuse et d'autres textes en France sont déjà des classiques. Euh, et donc, du coup, en fait, la presse s'empare du sujet et fait de ce vampire-là, en fait, fait de ce tueur-là un vampire. Le terme de tueur en série à l'époque n'existe pas, en fait. Il arrive beaucoup plus tard. En fait, de mémoire, il arrive dans les années 70, avec des tueurs comme Rod Farrell et ainsi de suite. Donc, il y a cet intérêt aussi. Et en grattant un peu, j'ai trouvé un texte que je trouve absolument passionnant,
qui est une thèse universitaire réalisée sous je me rappelle plus de mémoire le nom de l'auteur en fait, qui s'appelle Vampirisme, nécrophilie, nécrophagie. Et en fait, dedans, l'auteur en fait déconstruit juste le cas de Victor Ardisson et montre en fait justement les côtés vampiriques qui n'en sont pas en fait dans cette figure-là. Donc finalement, ce livre donc est sous la direction de Lacassagne, donc qui est un des pères en fait de la criminologie française. Et je trouvais ça génial que avant même d'être une figure en fiction, le tueur en série vampire en fait intéresse la recherche. Dans le même temps, quelques années plus tard, là on est en 1901 quand sort cette thèse, il se passe un truc à Düsseldorf. Il y a l'histoire du vampire de Düsseldorf, Peter Kürten, qui a inspiré le film M le maudit, qui est aussi en fait considéré comme un vampire. Ça aussi, ça va passionner les journalistes. J'ai moi-même en fait un bouquin qui s'appelle La vie du vampire de Düsseldorf de Guy Niebert, en fait, qui est un journaliste passionné par le fait social français, qui lui a suivi tout le procès en Allemagne de Peter Kürten. Donc le bouquin, en fait, c'est un truc que ma compagne avait depuis très longtemps parce que en fait, je partage cet intérêt avec ma compagne. Et du coup, c'est elle qui avait acheté ce bouquin-là. Et en écrivant mon bouquin, je me suis réintéressé à la figure du vampire du Düsseldorf. Je me suis dit, c'est le moment de le lire. Et quand j'ai commencé à lire ce bouquin, je me suis rendu compte en fait, que le gars, en fait, c'était une espèce d'enquête journalistique autour de ce qui se passe, et notamment en prenant comme point de départ le procès du vampire de Düsseldorf. Je me suis dit, ah putain, c'est génial. Ça veut dire qu'avant même que le vampire du tueur en série soit une figure de fiction, en fait, il arrive dans la fiction par le truchement en fait de cette figure du vampire tueur en série en fait quoi. Et à la suite de ce bouquin-là, ce qui est génial d'ailleurs, c'est que le livre se termine le jour de l'exécution du vampire de Düsseldorf, donc je trouve que c'est une chute qui est glaçante au possible. Très tôt en fait, cette figure du vampire tueur en série va être récupérée dans la fiction. Je pense à un bouquin qui s'appelle Le Vampire de Philip MacDonald, qui s'appelle Murder Gone Mad en anglais, ce bouquin, et qui joue justement pour le premier sur la figure d'un criminel qui n'est pas, il n'a pas de mobile pécunier, il n'a pas de mobile lié à la vengeance. C'est juste que c'est un psychopathe et il tue parce que limite il a une compulsion à tuer. C'est dans ce roman-là que naît la figure du tueur en série, et ce bouquin-là insiste lourdement en fait sur le cas du vampire de Düsseldorf. Je trouvais ça génial. Finalement, il y a beaucoup des chapitres où j'ai tiré des fils comme ça, puis des trucs qui venaient, puis je continuais. Donc il y a un moment, il y a une espèce de continuité logique, des enchaînements, mais il y a aussi beaucoup de hasard lié à la recherche. Et donc l'article sur les vampires du roman policier, pour moi, ça a été un des plus passionnants à écrire en fait. Ouais. C'est pas le seul, mais tous les chapitres globalement m'ont intéressé. Pour d'autres exemples, il y a l'article sur le comics américain. Ce que je trouve génial là-dedans, c'est que globalement, je commençais tous mes chapitres de manière très scolaire, un peu chronologique. J'essaie de remonter le plus loin possible dans le temps pour essayer de comprendre la première œuvre sur le sujet. Et généralement, quand je trouve la première œuvre sur le sujet, c'est pour me rendre compte qu'il y en a une avant. Donc, je vais voir celle d'avant et ainsi de suite. Et dans le comics, il y a un truc qui se passe dans les années 30-40. Il y a un truc qui s'appelle le Comics Code Authority, que les éditeurs vont s'imposer eux-mêmes sur le principe du code Hays pour le cinéma. Et ils vont s'interdire des trucs, en fait. Parce qu'à l'époque, notamment des publications comme Tales from the Crypt étaient considérés pour l'époque très licencieux en fait et touchés à des sujets en fait un peu dérangeants. Donc les éditeurs vont s'interdire d'eux-mêmes certains sujets, notamment la figure du vampire et les actes de vampirisme sont explicitement interdits dès le début de ce fameux Comics Code Authority. Ce qui est très drôle, c'est que le gars qui était à la tête de Tales from the Crypt et donc de EC Comics fait partie en fait de ceux qui ont travaillé à la jeunesse de ce code, et limite, ce gars s'est tiré une balle dans le pied parce qu'il était quasiment celui qui allait être le plus impacté par ces trucs-là. Globalement, derrière, il est obligé de couper court à toutes ses publications, donc parce qu'il y en avait d'autres, The Vault of Terror, ainsi de suite. Il coupe court à tout ça, et finalement, il met lui-même en banqueroute sa propre structure parce que il s'est interdit d'utiliser le sujet, quoi. Donc, pour le comics, il y a tout ce lien avec la censure et aussi avec le super-héros. J'ai découvert des trucs assez fabuleux dans les années 60.
il y a un comics qui s'appelle Dracula, où Dracula est un super-héros, en fait. À l'image comment dire, de Green Lantern, en fait, il a une espèce de bague, et il récite un rituel, en fait, une espèce de phrase, de mantra au moment où il se transforme et il va sauver des gens. Donc, il y a des idées qui sont géniales. Bon, à la plupart du temps, ça capote très vite parce que c'est pas suivi, et puis surtout, étant donné que ça n'a pas l'aval du Comics Code Authority, ben, ils ne peuvent pas le diffuser, donc ça coupe court, en fait. Mais il y a tout ce lien, la censure qui s'est fait jour dans le comics, qui m'a beaucoup intéressé aussi à creuser. Et Vampirologie, du coup, tu penses que ce serait un livre à destination de quel public? Ben, je pense à plusieurs sortes de publics. Déjà, les premières reviews, il y en a déjà deux ou trois qui ont commencé à remonter, mettent en avant le fait que tu t'intéresses aux jeux de rôle, tu t'intéresses à la musique, tu t'intéresses aux comics, globalement, tu peux entamer par cet article-là, en fait. Parce que l'intérêt aussi, c'est peut-être d'aller voir là où tu te sens plus d'affinité. Tu t'intéresses aux vampires de manière globale, en fait. Tu peux poncer le livre, il n'y a pas de problème, en fait. Il est pensé pour ça aussi. J'ai essayé à ce que même les gens qui connaissent fortement le sujet, en fait, puissent apprendre des choses, parce que je pense qu'on a toujours à apprendre. Typiquement, la plupart des chercheurs que je connais ont très peu creusé, en fait, l'urban fantasy et la bitlit, comme on l'a appelé, parce que pour eux, en fait, les codes qui étaient convoqués là-dedans, en fait, enfin, ça collait plus en fait avec pour eux c'était de la romance avec du sexe et ça s'arrêtait là en fait. Sauf que pour moi il y a beaucoup plus que ça là-dedans. Ça me permet aussi de le remettre en avant et de montrer que même dans un Twilight, pour parler aussi de young adult et de littérature jeunesse, il y a des choses intéressantes à prendre, ne serait-ce que montrer comment on a pu arriver jusqu'à Twilight quoi. Et je pense aussi que des néophytes complets qui peuvent s'intéresser peut-être à la figure du vampire ou même à la littérature de genre de manière générale, peuvent y trouver leur compte parce que pour moi, l'intérêt, c'était aussi de montrer comment, à travers une figure de la pop culture, en fait, on peut avoir une espèce de lecture de l'histoire des médias, en fait. Parce que finalement, c'est ça. C'est le fait de m'intéresser au Comics Code Authority pour le comics, ça montre à quel point ce truc-là, en fait, a bridé les créateurs pendant des années avant justement d'être assoupli. En fait, c'est assoupli dans un premier temps dans les années 70, et c'est là que naissent des comics comme Tomb of Dracula, c'est là qu'arrive le personnage de Blade, et ainsi de suite. En fait, le là, en fait, au niveau du comics, pour moi, il est beaucoup lié justement à ce truc, le Comics Code Authority, pour peu que tu laisses un peu de côté le super-héros traditionnel qui m'intéresse, mais pas autant en fait que le comics indépendant, quoi. Donc je pense que n'importe quel type de public peut y trouver son compte. Effectivement, Adrien a tendance à recevoir des mails lui demandant si on peut le transformer, s'ils peuvent être transformés en vampires. Et donc Adrien, tu peux continuer, excuse-moi. Oui, donc en fait, de gens qui demandent s'ils peuvent être transformés en vampires ou si je peux les mettre en relation avec des vrais vampires. Comment devenir un vampire? Je crois que j'ai même eu un mail d'une personne qui se disait elle-même moitié sorcière, moitié vampire. En fait, des trucs comme ça, j'en reçois ponctuellement. C'est partie en fait des grands trucs d'amusement en fait que j'aime partager et anonymiser parce que comme je le dis partout sur le site et comme je le mets aussi, je crois, sur le formulaire de contact, pour moi, en fait, c'est une figure de l'imaginaire. C'est une figure du folklore, en fait, qui s'est déversée dans l'imaginaire, qui est devenue une figure de pop culture majeure. Mais pour autant, je n'y crois absolument. Je ne crois pas à l'existence des vampires. Je n'y ai jamais cru. Et quelque part, le simple fait que les gens s'y intéressent assez pour se revendiquer vampire, parce qu'il y en a, en fait, il y a toute une scène, en fait, qui est finalement un croisement entre le mouvement gothique et les gangs américains. Donc c'est les vampires avec un Y qui se font poser des pivots en fait, qui peuvent apprécier en fait pour certains de boire du sang ou pas, qui suivent certaine hygiène de vie. Il y a un documentaire très intéressant de Laurent Courreau en fait sur le sujet qui s'appelle Vampire en fait. Qui est, d'ailleurs, Laurent Courreau, c'est la première personne que j'ai interviewée dans le contexte de vampirisme.com. Preuve en fait que cette manière d'aborder le sujet m'intéresse aussi, mais malheureusement, en fait, pour tous les gens qui me le demandent, et je tiens à le repréciser ce soir, j'en profite, je ne connais pas personnellement de vampire, en fait. Je ne suis pas en capacité de vous mordre. J'ai des canines, a priori, un petit peu plus pointues que le reste des dents, mais ça n'a strictement rien de surnaturel, en fait. Euh, j'ai passé toutes mes vacances à la plage, donc autant pour la peur du soleil. J'aime beaucoup l'ail. Les crucifix ne me posent absolument pas de problème, en fait. C'est un objet décoratif qui peut être assez sympa sur un salon. Donc, mais oui, oui, ça fait partie des trucs que je reçois régulièrement en fait et qui me font toujours marrer. En fait.
Merde. Est-ce que tu penses que cette demande vampiresque a été liée notamment au gros succès que donc tu as forcément croisé, et tu vas nous dire un peu ce que tu en penses, donc la saga Twilight, donc notre grosse saga des années 2010, si je dis pas de conneries. Donc 2006 pour les premiers romans, ouais. 2006, ouais, pour les premiers romans, les films, c'est ouais, peu de temps après, du coup. Oui, J'ai un peu oublié les 2010, dates ouais. de ça. Comment toi t'as vécu, de ton point de vue, chercheur du vampire, amateur éclairé du genre vampire, cette saga qui est vraiment arrivée et qui a été vraiment un phénomène pop culture, mais d'ailleurs beaucoup plus large que les amateurs d'imaginaire en général, tels que nous connaissons. Comment tu l'as vécu toi? Et deuxième question, est-ce que tu as eu plus de mails, pouvez-vous me transformer en vampire? Parce que là, on a des vampires juste qui brillent et qui sont, somme toute, ont des pouvoirs et sont sympathiques pour certains d'entre eux. Voilà. Alors, j'ai vécu ça, en fait, j'ai acheté en VO les deux premiers, en fait, en revenant de Londres, ça devait être en 2007, en fait, donc ça venait de sortir. Je suis tombé là-dessus à l'aéroport, en fait, c'est le truc que je fais généralement en couple, en fait, on fait toujours ce genre de truc, en fait, on ramène des kilos de bouquins chez nous, en fait, où qu'on aille. Et là, typiquement, à l'aéroport, alors qu'on était allé à Londres, j'avais déjà un bon paquet de bouquins en VO dans mon sac. Je tombe sur ce truc et je fais à ma compagne, hey, mais c'est quoi? J'en ai pas entendu parler de ça. Elle me dit, oh, bah, il paraît, je crois que c'est une saga sur les vampires qui a beaucoup de succès aux États-Unis. Les films n'étaient pas encore sortis à l'époque, en fait. Donc, j'ai pris les deux bouquins. J'ai lu le premier, en fait, assez légèrement. J'ai pas trouvé ça très problématique à lire et j'ai pas trouvé ça hyper cliché et trop désagréable à lire. Finalement, le truc le plus désagréable de cette saga-là, en fait, c'était plutôt les films pour moi qui ont été Mhm. très difficiles à regarder, en fait. Enfin, je trouve que ça manque de rythme, c'est longuet. Enfin, j'ai regardé ça comme ce qu'on disait avec ma compagne. Le premier film, on l'a regardé comme si on regardait en fait un, un découpage d'Olivier Tom au Club Dorothée sur une semaine par tranche de 15 minutes, en fait, sur 7 jours, en fait, quoi. Par tranche de 15 minutes, parce qu'au-delà, ça nous était insupportable, en fait. Surtout qu'on avait une version DX ripée avec une image dégueulasse qui n'ajoutait pas de qualité à l'ensemble. J'y suis revenu après, en fait, justement, notamment en écrivant ce bouquin-là. Aussi parce qu'en fait, enfin, globalement, il y a beaucoup de chercheurs ont tendance à rejeter complètement ces manières-là d'aborder le sujet, ces manières plus légères ou ces manières un peu différentes. Euh, je suis pas forcément d'accord avec la manière dont l'auteur se revendique féministe, notamment dans plusieurs interviews que j'ai lues et que je mets en avant dans le bouquin. Parce que pour moi, un personnage féminin principal qui passe en fait d'une vie soumise à son père à une vie soumise à son conjoint, je trouve pas ça très très féministe dans l'âme en fait, même si je suis pas forcément la meilleure personne pour en parler. Euh, je trouve que, en fait, d'un point de vue apport au mythe, mis à part le côté bout à facette, on est un poil limité. Pour autant, en fait, enfin, cette évolution-là, quelque part, elle était logique, en fait, hein. Le fait qu'il soit comparé à des statues de marbre, en fait, beaucoup dans le bouquin, ça commençait déjà chez Anne Rice. Donc finalement, il y a aussi une fille, même si enfin, Stephanie Meyer se défend en fait d'avoir été influencée, peut-être que dans la pop culture, dans la gestation du vampire, entre ce qu'elle a écrit elle et depuis Anne Rice, elle a été mécaniquement, de facto, influencée par ce qu'a écrit Anne Rice. Il faut aussi savoir qu'à cette époque-là, en fait, ben, la romance sur le sujet, en fait, battait son plein. En fait, les éditions Harlequin, en fait, s'étaient emparées assez tôt du sujet. Typiquement, des séries comme La Communauté du Sud, c'est beaucoup plus ancien, en fait, que ce qu'on ne veut pas croire, en fait. La série a été rééditée en roman à l'époque de la série True Blood, sauf que les bouquins avaient 5-10 ans de plus, en fait, et initialement étaient sortis, en fait, chez J'ai lu pour elle, avant d'être sortis avec un emballage plutôt urban fantasy chez J'ai lu Mhm. normal. Donc, le côté un peu romance du vampire, donc romance pas roman, mais romance, le côté romantique, Ouais. en fait, les love stories, en fait, les triangles amoureux, ainsi de suite, par rapport à la figure du vampire, Stephanie Meyer n'a pas été la première à le faire. Mais finalement, ça témoigne aussi bah, de tout ça, en fait, et aussi d'une émergence en parallèle de la littérature young adulte, en fait. Donc, quelque part, au moment où sort Twilight, euh, les éditeurs étaient à la recherche d'un successeur à Harry Potter, en fait, qui était le dernier gros succès du genre, et cherchaient un espèce de nouveau rouleau compresseur, et je pense clairement qu'ils l'ont trouvé aussi avec cette série-là. Après, je vais pas me cacher que c'est pas du tout ma série de cœur. Je m'y retrouve plus en l'analysant
au regard de ce qui l'a précédé et de ce qui la suit que par pur intérêt avec la manière dont elle s'empare des codes, en fait, quoi. Ok, Et pour te répondre à ta question sur oui. sur la recrudescence ou pas des demandes à ce moment-là, j'ai pas de... Je pense que ça a aidé dans le sens où il y a eu en même temps d'un côté Twilight et de l'autre l'Urban Fantasy et la Beat League qui ont surperformé grâce à des éditeurs comme Milady en fait, qui ont remis au goût du jour des séries comme Anita Blake, mais qui ont aussi traduit une palanquée de séries sur le sujet, les Jim Dresden et ainsi de suite. Donc il y a eu en fait à un moment, peut-être juste avant la vague du zombie, un surplus et une surproduction tout azimut autour du sujet, qui fait qu'il y a peut-être beaucoup plus de gens en fait qui lisaient sur cette thématique-là en fait. Là, à l'heure actuelle, c'est un peu retombé en fait, hein. Je peux le comparer par rapport au service de presse que je demandais à l'époque en fait, où il y a un moment, je pense, sur 2-3 ans, j'ai lu que de l'urban fantasy pendant 2-3 ans et j'ai failli péter un câble parce que, enfin, Ouais. au bout Oui, je d'un me moment, j'ai souviens, tu me disais ça à l'époque, ouais. toujours l'impression de lire les mêmes trucs, codifiés pareil, et ça sortait pas forcément. Certaines sortaient de l'ordinaire. Je pense à un truc qui s'appelle Vampire Story, qui est un peu plus trash dans son approche, qui a une héroïne un peu, une flic un peu badass, lesbienne, qui en plus n'était pas forcément super courant à cette époque-là. Et la figure du vampire, en fait, les vampires, c'est des sacrés salopards dans cette série. Donc ça change en fait du côté ténébreux, torturé du personnage qu'on peut voir dans la plupart des séries sur le sujet, quoi. Eh ben, j'avais un autre monument, mais je sais que tu apprécies beaucoup plus du vampire dans la pop culture. Bon, désolé, je reste beaucoup sur le cinéma-série, hein. Ouais. Mais bah, c'est plus, on va, entre guillemets, dans le côté vampire, ça se connaît le plus en littérature, à part les Anne Rice, Dracula et quelques autres classiques comme ça. Je n'en ai pas lu tant que ça. Buffy contre les vampires, qu'est-ce que tu auras à dire sur cette série? Alors, Buffy, c'est en fait, à partir du moment où j'ai commencé à bosser sur ce bouquin-là, et même à partir du moment où j'ai voulu réduire la voilure sur ce que je lisais ou sur ce que je voyais, je me suis beaucoup posé la question, en fait, sur le fait de m'appuyer sur ce que j'appelle des game changers, en fait. Des séries ou des œuvres qui ont changé la donne, en fait, qui ont vraiment appuyé le truc, qui se sont appropriés le sujet d'une manière tellement intéressante que finalement, celles qui les suivent sont forcément sous cette influence. Et Buffy aide de celle-là. Buffy, en fait, à l'époque où j'ai découvert ça, c'était lors de la trilogie du samedi, comme beaucoup de gens de ma génération. Pour moi, c'était un sacré choc, hein. C'est la série sur laquelle j'ai le plus bloqué à l'époque, mais j'en revenais pas, quoi. Enfin, j'enregistrais religieusement au magnétoscope VHS à l'époque tous les samedis soirs quand j'étais pas là, sinon je regardais derrière le truc. Et même quand j'étais là, je l'enregistrais pour le revoir le dimanche, l'épisode, parce que c'était c'était du waouh. Donc il y avait il y a ce côté, je trouve un peu héritier de Anne Rice avec les vampires un peu torturés que sont Angel en fait qui quand il a son âme enfin est hanté en fait par les crimes qu'il a commis en tant que vampire démon, et puis un personnage comme Spike qui est encore plus torturé, qui est beaucoup plus rock'n'roll aussi en fait, qui me fait penser à des personnages comme Cassidy dans Preacher en fait, qui est aussi un vampire un peu punk Ouais. du même genre. Donc Buffy, ouais, ça m'a parlé parce que oui, bah, je pense que j'étais clairement dans la cible à l'époque. Le côté aussi, la manière dont cette série parle du quotidien, des ados, en fait, de toutes les problématiques de l'adolescence sous fond surnaturel. Euh, il y a une, il y a, je me rappelle d'une citation ou enfin, dans l'essence d'un dialogue qu'elle a avec sa mère à un moment où elle dit mais c'est bon en fait c'est pas l'apocalypse tous les samedis soirs ou un truc comme ça en Oui, fait. oui. Ben en fait si quand t'es adolescent en fait tout le temps c'est l'apocalypse en fait parce que tout le temps tu te fais une montagne de tout et tout c'est la fin du monde en fait, et clairement ça me fait beaucoup rire en fait quand j'y repense à ce truc là parce que cette série avait vraiment compris en fait, Whedon m'a mis dedans même si enfin, le personnage finalement est beaucoup plus contrasté et beaucoup moins positif que ce qu'on pensait pas à l'époque, Ouais. a mis dedans en fait toute sa vie d'ado et tous les traumatismes qu'il a vécu en tant qu'ado sous le biais du surnaturel. Après, c'est un personnage aussi, Whedon, qui est très versé dans le comics en fait. Et d'ailleurs, il y a un parallèle marrant, c'est que je crois je me demande si c'est un comics des X-Men en fait, où à un moment dans une discussion en fait, Scott Summers explique qu'il a une copine, il a une cousine en fait qui est en asile psy. C'est un clin d'œil à l'épisode de Buffy en fait où elle est internée, on ne sait pas si c'est du lard ou du De cochon. la saison 6, ouais. Et justement, c'est ce genre d'épisode que je trouve les plus fabuleux dans la série, c'est qu'elle est capable de se questionner elle-même en tant que matériau en fait. Durant cet épisode-là,
durant un épisode, Whedon nous fout le doute et nous dit tout ce que vous avez vu depuis le début, c'est de la merde en fait. Je vous ai bullshité depuis le début, ça n'existe pas, c'est dans sa tête, elle est juste complètement frappée. Et à la fin, du coup, elle choisit finalement de fait le choix de rester dans son univers, mais on sait jamais vraiment. Enfin, ça questionne durant un épisode et celui-ci, il reste très 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 longtemps en fait dans ta tête. Il y a tout ce jeu en fait sur le médium aussi, euh, qui pour moi m'intéresse beaucoup parce qu'en effet, ça fait jour avec l'approche que j'ai eue notamment dans Vampirologie où je m'intéresse aux médias aussi bien par rapport à la figure du vampire, mais aussi on s'interroge par rapport à comment est-ce que le média il a pu évoluer depuis ses débuts quoi. Donc pour moi, oui, c'est une série qui est hyper importante et même son spin-off Angel, en fait, qui a un côté un peu plus hard-boiled avec le côté de l'enquêteur, en fait, À dans Los lire une trace, Angeles. Los Angeles. Enfin, pour moi, ouais, c'est la figure de l'enquêteur. C'est beaucoup plus sombre, en fait. Il y a aussi des épisodes très drôles, mais Angel est beaucoup plus sombre et beaucoup plus mature dans son propos. Mais c'est pareil, en fait. Enfin, pour moi, ces deux ensembles sont fabuleux, d'autant que enfin, ça fait clairement partie en fait des œuvres qui sont hyper importantes sur le sujet parce qu'elles ont contaminé les séries télé, le cinéma à la base. Faut pas oublier que Buffy c'était un film en fait, et Whedon était tellement frustré en fait que quand on lui a proposé les clés d'une série sur le sujet, il a dit amen. C'est des jeux vidéo aussi. Il y a tout un cycle. Il y a plein de jeux vidéo, notamment certains qui sont scénarisés par Christopher Golden, qui est un des auteurs qui a beaucoup bossé sur les comics aussi Buffy et sur les romans Buffy. Il y a des comics parce que Whedon, il y a quelques années, a proposé une suite de Buffy en comics. Ouais, je trouve très mauvais personnellement. Ah, la suite directe, j'aime beaucoup en fait quoi. Moi, j'avais pas du tout accroché. Hein. J'étais vraiment pas dedans, en disant non, mais non, mais non. Mais on sait qu'on est un peu sur les goûts et couleurs de nature. Mais ouais, j'avais vraiment pas, je sais pas, ce côté un peu trop magie à tour de bras, même si après l'idée de la fin de cet arc-là, c'est justement un peu de le détruire, etc. Mais ouais, bon, ça c'est mon opinion. Bah c'est cool, on a parlé du gros succès vampire des années 2000, 2010, on va dire. On a parlé de ceux des années 90. Qu'est-ce que tu vois dans les années 80? Moi, comme ça, j'étais en train de réfléchir, mais est-ce que tu vois dans les années 80 un film, une œuvre qui, d'un point de vue vampiresque, En fait. hein? Il y en a plusieurs en fait. Je pense à Génération perdue, je pense aux Frontières de l'Aube et je pense aussi à les Frontières de l'Aube. Il y en a un troisième en fait. C'est plutôt si c'est Vampire, vous avez dit Vampire en fait, qui sont trois films en fait plutôt orientés vers un public ado, que ce soit qu'elle se destine à un public ado ou qu'elle mette en scène des ados, parce qu'il faut pas oublier que les héros dans Génération perdue, en fait, c'est des jeunes adultes en fait, notamment le héros qui vit sa transformation en fait et qui découvre tout ça. Et pour moi, c'est trois œuvres importantes parce que aussi elles témoignent d'une mutation au niveau du cinéma, notamment Génération perdue et Vampire, vous avez dit Vampire. Ça va pas forcément être des immenses succès au niveau cinématographique, par contre, ça va être des sacrés succès en vidéoclub en fait. Et ça montre aussi quelque part une mutation de la consommation en fait de l'œuvre filmique avec l'émergence des vidéoclubs, le fait qu'une œuvre en fait qui peut se gaufrer au cinéma peut avoir une seconde vie. Et typiquement les Carmina en fait que tu vas proposer ce soir, c'est un peu le cas en fait parce que c'est des films qui ont été trashés et décriés à leur sortie. Et aujourd'hui, c'est un peu des films devenus cultes, parce que aussi ils ont l'aura d'être des films, d'être les premiers films fantastiques québécois et le premier film de vampire québécois. Mais en fait, il y a cette idée-là, en fait, le cinéma évolue en fait et se trouve finalement de nouvelles manières de diffuser. Et là actuellement, le changement au niveau de la donne, c'est les réseaux comme Netflix. Hein. Netflix, là, ces dernières années, il doit y avoir entre 5 à 10 films de vampires qui sont des productions Netflix, comme Les Vampires du Bronx, comme je crois qu'il y en a un qui s'appelle Blood Red Sky avec une vampire qui est coincée dans un avion. Donc il y a tout un petit lot de films produits par Netflix qui finalement prend une place en fait que le cinéma semble avoir un petit peu délaissé, même s'il y a toujours des films qui arrivent sur le sujet quoi. On va arriver au bout d'une autre heure, on peut continuer un peu, hein. C'est pas du tout pour clore notre discussion qui est très sympathique. Dans le chat, je vais avoir l'œil dessus, je l'avais pas trop là pendant qu'on discutait, j'étais concentré sur Adrien, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai vu que il y a l'ami Pierrick que tu connais qui est parmi nous. Pierrick, tu as posé une question en demandant si tu avais lu les dates, pour revenir sur Buffy, on fait un petit retour en arrière. Il demande si tu as lu les derniers comics publiés de Buffy.
Est-ce que tu en penses, Alors, les j'imagine, par extension? derniers, en fait, si on parle des reboots de la série, j'ai pas encore eu l'occasion de les lire, les tout derniers, en fait. C'est prévu, sachant que je suis un peu comme toi. Je m'étais lancé dans la série comics parce que pour moi, le premier comics Buffy que j'ai lu, c'est Frey, qui est pour moi un truc génial. C'est la tueuse du futur. Donc, Oui, c'est très bien ça. et ça, c'est mortel. Ouais, ça, Ça, c'est super bien ça. Ouais. c'est une mini-série courte qui change la donne parce que finalement, elle a un frère jumeau qui, lui, est un peu le big bad vampire de cet univers-là. Mhm. Et elle, enfin, il a des pouvoirs de préscience de la tueuse. Elle a donc, il change, il va chercher en fait autre chose sur son. Puis il y a le côté un peu SF, un peu post-apo du truc que j'avais trouvé absolument génial. La série déjà de base comics, la fin, je l'ai un peu délaissée. J'ai pas totalement tout terminé. Et oui, j'ai vu qu'il y avait cette nouvelle série comics, mais j'ai pas suivi jusque-là pour l'instant. Il y avait aussi une série de Je sais que comics sur Spike aussi qui semblait un peu barrée de oui, alors mémoire. Je l'ai vu de loin. Spike est très très drôle parce qu'en fait, Spike à un moment il part dans l'espace et Oui, c'est revient, il ça. vole dans un vaisseau de cafard en fait. Ça, c'est ces spin-offs là, celui sur Spike, c'est de loin un des plus réussis, un des plus fun de la série en fait. Il y avait une autre question qui était posée en début d'émission, celle-là je l'avais vue. Est-ce que tu as mené des enquêtes de l'étrange de ton côté? C'est une question un peu Ah rigolote sur ton non, personnage. c'est pas trop mon pas trop mon trip. Je m'intéresse quand même bien en fait ben à la part folklorique du vampire en fait et à sa genèse dans le légendaire, le folklore, tout ce qui se passe en Europe de l'Est au XVIIe ou XVIIIe siècle, ces enquêtes en fait qui ont été documentées où les rois, la reine d'Autriche qui envoie en fait dans des villages en Bosnie en fait certains de ces enquêteurs pour assister à des exhumations en fait pour vérifier s'il y a une épidémie empirique ou pas. Ça m'intéresse, donc j'ai lu des textes sur le sujet, j'ai pas fait d'enquête. On a fait un truc avec ma compagne, on était partis en vacances en Auvergne sur les traces d'une légende qui s'appelle la comtesse de Deux-Forts, en fait, qui est une légende type comtesse Battery locale, en fait, vers un village qui s'appelle Ménat, en fait, au Mhm. bord de la Sioule. Les gens qui sont dans le sud passent forcément un moment au-dessus des gorges de la Sioule, donc c'est marqué sur l'autoroute, c'est pour ça que j'y pense. Et globalement, elle est suspectée de s'être baignée dans le sang de jeunes enfants pour prolonger sa jeunesse et elle aurait été écartelée auprès d'un carrefour. Donc on essaie aussi de creuser le truc, d'aller au-delà de la légende. Notre problème, c'est que la personne qui avait écrit le dernier article sur le sujet était décédée depuis quelques mois et on a trouvé les lieux dits et ainsi de suite, mais il n'y avait rien de particulièrement tangible. On n'avait pas forcément matière pour gratter au-delà, mais ça reste quand même des moments d'exploration en fait où on s'imprègne du lieu. Et le truc le plus marrant aussi quand même, c'est que la forêt, cette légende part a priori d'un fait naturel, c'est que dans la forêt en fait, non loin de là, il y a des vasques, il y a une rivière qui passe dans la forêt, il y a des espèces de vasques naturelles, en fait elles sont couvertes d'un lichen rouge. Ce qui aurait été plus ou moins une des bases de la légende. Mais non, j'ai jamais fait de ghost hunting. Tu peux Alors, monter une chaîne YouTube, Adrien Parti contre les vampires, à la recherche des vampires, chasseurs de vampires, tu vois, un truc comme ça. j'ai dormi dans les ruines du château de Dracula lors de voyage en Roumanie, justement, avec le chat conteur. En fait, on a posé. Il y a plusieurs châteaux qui se revendiquent comme étant le château de Dracula. Il y a le château de Bran que tout le monde a vu en photo, qui est une superbe demeure euh, où il aurait peut-être dormi une nuit, mais c'est même pas sûr. Et il y a le vrai château hystérique de Vlad Tepes, en fait, qui s'appelle Poenari, qui est en haut d'une 2000 ou 3000 marches. Donc c'est un escalier pour monter qui fait 2000 ou 3000 marches. Et quand on est allé visiter ça avec mon pote, en arrivant en haut, on n'avait pas à boire, on n'avait pas à manger. Pour aller rechercher à boire, il fallait redescendre à nouveau les 2000-3000 marches et les remonter dans l'autre sens. Donc on s'est dit non, bah on va dormir là cette nuit. Donc on a payé le gardien en fait pour avoir la possibilité de poser notre Trop tente dans les bien, ruines du château. Et trop on a bien. dormi cette nuit-là et en se lisant les légendes associées au personnage historique, parce que le personnage historique de Dracula en fait n'a jamais été de son vivant associé à la figure du vampire. Finalement, on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une erreur de traduction, qu'elle soit intentionnelle ou pas, des deux principaux chercheurs qui ont travaillé sur son cas, et qui est liée au fait qu'il aurait ingéré du sang. Et alors, du coup, la traduction exacte, c'est en fait, à un moment, il trempe son pain dans le sang, mais à aucun moment on dit qu'il mange le sang, en fait, quoi. Ah. Donc, et donc, à partir de là, en fait,
il y a plein de légendes qui existent sur le personnage historique, en fait, où on le suspecte, en fait, à un moment où il y a des dignitaires turcs qui viennent le voir et qui refusent d'enlever leur turban, en fait, devant lui. Et ils demandent à ce qu'on leur cloue leur turban sur la tête pour les raffermir dans leur foi, en fait. Il y a plein de petites légendes un peu cruelles comme ça sur le personnage, et on s'est lu ça dans les ruines du château de Dracula. Et c'est le truc le plus proche que j'ai pu faire d'une séance de ghost hunting, quoi. J'ai une autre question d'Atori Onzo. Adrien, est-ce qu'aujourd'hui il y a des fan clubs de gens qui adorent les vampires, comme ça peut se faire par exemple les grosses communautés en Angleterre? En France, en fait, il y a encore 10-15 ans, il y avait beaucoup de forums sur le sujet. En fait, il y avait une communauté à laquelle j'appartenais, en fait, qui s'appelait Vampire Dark News. En fait, c'était un gros forum de passionnés qui faisait un peu de roleplay. En plus, donc, t'as un peu de jeu de rôle virtuel sur le sujet. Il y avait aussi le Théâtre des Vampires, qui était un peu sur le même principe. La plupart de ces communautés ont beaucoup disparu, virtuelles, ont beaucoup disparu avec le temps. Après, je suis encore en contact avec beaucoup de ces gens-là et je vais avoir plaisir à les revoir en faisant la tournée de dédicaces pour le bouquin en région parisienne, parce que c'est des amis maintenant, en fait. Donc, et ils s'intéressent toujours au sujet, en fait. C'est juste que des communautés, après, bah, le mouvement Vampire avec un Y, il y a des représentants en France. Il y en a certaines personnes, en fait, bah, j'ai été en contact avec deux personnes, en fait, parce que notamment, il y a une personnalité de ce groupe-là qui s'appelle Father Sébastien, en fait, Ouais. qu'on voit ponctuellement des fois à Lyon, en fait, qui est une personnalité publique, qui organise aussi des événements sur le sujet, et qui a un pied à Paris, je pense, depuis un bon paquet d'années. Mais non, des communautés de passionnés, en fait, bah, vampirisme.com propose aux passionnés finalement de continuer de creuser le sujet, de découvrir de nouvelles œuvres, de nouveaux films, de nouveaux livres. J'ai pas Le truc le plus communautaire que j'ai autour du sujet, c'est la page Facebook où je fais de la curation d'actualité, mais il n'y a pas. Moi, je... Régulièrement, quand je fais des interventions, je trouve des gens qui me disent ouais, je m'intéresse trop au sujet, j'ai lu Dracula en VO et tout. Et on a tous aussi notre petit jardin secret où ouais, j'ai creusé ça, j'ai creusé ça. Et c'est aussi ça aussi que j'aime beaucoup dans le fait d'avoir publié ce bouquin, c'est que c'est- ça va être ma plus grande joie, c'est de me rendre compte que même des gens qui pensent avoir poncé le sujet, en fait, je vais leur montrer qu'on peut toujours aller plus loin en termes de ponçage et j'en suis la preuve parce que j'ai fait que ça sur ce bouquin-là. Des articles que j'ai écrits sur des conférences que je menais déjà depuis des années et je suis allé plus loin. J'ai contredit ce que je disais jusque-là en conférence parce que je me suis rendu compte que je disais pas forcément la vérité parce il y a une œuvre qui peut cacher la forêt. Mais typiquement en manga, il y a une œuvre dans les années 70 qui s'appelle Le Clan Po de Moto Hagio, en fait, qui est une des mangaka phares du shoujo japonais, qui a sorti un truc qui s'appelle Le Clan Po. Et avant même Anne Rice, à la même époque, elle imagine un personnage de vampire hanté par sa condition, en fait, et puis c'est un enfant vampire, donc on pense aussi à Claudia. Et ce truc, j'ai découvert en VO alors que j'avais quasiment avoir terminé mon article sur les mangas. J'ai lu ce truc et je me suis dit, merde, j'en ai pas parlé, j'en avais pas connaissance, mais ça change tout ce que j'ai écrit jusque-là. Donc, il faut que je trash ce que j'ai écrit et que je recommence parce Ah, que ça putain. va pas, quoi. Oui, donc 4 Donc, ans il y a toujours moyen de d'écriture, trouver hein. de nouveaux trucs. 4 ans 5. d'écriture, ok. 5 ans. Ouais, du Ouais. coup, ça, sacré travail. Le nanana, non, non, ça parle dans le chat d'autre chose, hein, comme toujours, je suis un peu entre les deux. Quand tu parlais de Le Dracula, Covid, le Covid m'a beaucoup servi, m'a beaucoup aidé. En fait, ouais, alors, la petite anecdote, c'est qu'il y a beaucoup de gens que je pense je n'aurais jamais pu interviewer, notamment en vidéo, sans le Covid. Typiquement, il y a Marc Gatiss, en fait, que j'ai réussi et Marc Gatiss, j'ai interviewé 2 fois. qu'est-ce Parce qu'il que a la fait, première fois, Margatis, pour les gens qui connaissent pas? à Margatis, il a adapté Dracula pour la BBC/Netflix il y a maintenant 2 ans, en fait, en 3 épisodes. Et j'ai réussi à le capter par un contact, un intermédiaire qui avait un contact direct avec lui. Donc, en fait, de proche en proche, j'ai réussi à remonter à Margatis, qui m'a accordé 1 heure et demie d'interview. Et à l'issue de cette interview-là, manque de peau pour moi, la technique m'a mis un coup de poignard dans le dos. En fait, ça avait pas enregistré. En fait, j'avais un fichier blanc de 2 heures, quoi. Ah merde. Donc j'étais en PLS au milieu de mon salon, presque à pleurer devant ma compagne en disant oh putain, je suis trop dépité. Et j'ai lancé quand même la mère, je l'ai recontacté par mail pour lui dire ben voilà, ça n'a pas marché, est-ce qu'on peut refaire une interview? Et 1 mois et demi, 2 mois plus tard, il m'a recontacté pour dire ok, on refait l'interview en fait, quoi. Donc, Ouais. Margatis, c'est une crème, c'est un mec qui est passionné, qui est passionnant, c'est un gros passionné de cinéma fantastique, au-delà même de ce qu'il fait. Il a adapté Henry James, mais il a surtout plusieurs séries de documentaires qu'il a fait sur la jeunesse du cinéma fantastique et la jeunesse notamment de la figure du vampire au cinéma.
sont passionnants. Donc j'étais très content de l'avoir lui. J'ai aussi Mark Reinhagen, qui pour les rôlistes en fait est le créateur du jeu de rôle Vampire la Mascarade, qui vit en Géorgie en fait. Donc c'est pareil, le capter lui c'était hyper compliqué, mais ça fait partie des trucs que, enfin pour moi ça fait partie des. J'ai un article sur le jeu de rôle. Je suis obligé d'interviewer ce mec-là. Enfin, le jeu de rôle Vampire la Mascarade, en fait, déjà le monde du jeu de rôle a été transformé par l'arrivée de ce jeu-là, qui a changé la manière de jouer. Et aussi, en fait, finalement, ce mec-là, c'est une figure en fait de la fiction vampirique. Surtout que quand il parle de la genèse de son jeu, on parle d'auteurs comme Joseph Campbell et du mythe du héros. Enfin, ça m'a permis de raccrocher à tellement de sujets en fait. Et choper ces gens-là, ça a été possible grâce au Covid parce que tous ces gens-là étaient bloqués chez eux. En fait, ils avaient plus chose d'autre à faire que répondre à mes questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? J'ai pas trop l'impression. En tout cas, ton livre a l'air d'intriguer, de faire très, très envie. Donc, où peut-on trouver ton livre, Adrien? Alors, mon livre, on peut le trouver dans n'importe quelle librairie digne de ce nom ou pas. En fait, Indépendante. On peut le trouver, hein, on peut le commander. Je veux dire, en fait, il a un ISBN en bonne et due forme. On peut le commander sur le site de l'éditeur, donc les éditions ActuSF. Il est disponible à la fois en version papier et en version numérique. Donc on le trouve, comme tu le dis, en librairie indépendante. J'ai eu le bonheur en fait de le trouver dans ma librairie historique. Enfin, je viens d'une ville, des environs d'une ville qui s'appelle Chalon-sur-Saône, et la première librairie où j'ai acheté mes livres, en fait, mon papa a pu l'acheter sur la table de cette librairie-là. Trop bien. Et pour moi, c'est une immense fierté que ma première librairie où j'ai craqué tous mes salaires de jeune employé les étés, en fait, possède mon bouquin, quoi. Et aussi, donc, pour tes projets futurs, connais-tu librairies et salons sur lesquels tu vas pour te retrouver dans le pays? Alors, je serai présent à Octogone, en fait, pour une dédicace aux côtés de Morgane Cossario et de Vincent Tassi qui sortent une parodie d'Entretien avec un vampire. Donc, on sera en toute cohérence. Donc Octogone, pour dire pour les gens, c'est un salon du jeu lyonnais qui se déroule le premier week-end d'octobre, auquel on est très copains, nous, avec les Inter. Donc voilà, c'est un gros événement, c'est bien 10 000 personnes qui débarquent là-bas. Donc ça, c'est donc premier week-end d'octobre du côté de Lyon. Et ensuite... quelques jours avant, en fait, on sera à Chambéry pour une dédicace tous les trois aussi, donc dans les locaux des éditions ActuSF, qui est aussi une librairie sur place. Sont prévus aussi un salon fantastique à Annecy en fait, donc j'ai les dates, c'est plutôt fin octobre en fait, où je vais intervenir avec un ami en fait qui s'appelle Yannick Chazaran, qui publie aussi chez ActuSF des essais à l'heure actuelle sur Tolkien et Stephen King en fait. Il y aura aussi Christophe Thiel en fait qui a travaillé sur le guide Lovecraft toujours chez ActuSF. En novembre, en fait, je vais intervenir à Mauvais Genre, en fait, l'émission de France Culture, en fait, qui fait une spéciale pour les 100 ans de Nosferatu, qui ressort d'ailleurs dans une édition Blu-ray. D'ailleurs, je crois que c'est la première édition Blu-ray du film en France, chez Potemkin, en fait, qui a l'air de faire un truc dans une box en bois, gravé et tout. Donc, je pense que je vais craquer parce que j'ai qu'un Blu-ray anglais et que ça m'intéresse. Donc, on fait une spéciale à la fois pour les 100 ans de Nosferatu et aussi pour pour la sortie du bouquin. Voilà. Ah oui. Quelqu'un vient de m'amener en fait la liste des interventions, donc ça sera plus simple. Du coup, en novembre, je dédicace aussi à Crémieux, le 12 novembre à la librairie de Plume et d'épée, en fait, qui est une librairie imaginaire à la ville de Crémieux. Le 30 novembre à l'Esprit Libre, à Lyon, en fait. Sûrement en partenariat avec nous d'ailleurs, puisque c'est la librairie du Festival des Intergalactiques. Bon, ce sera un partenariat de com, on communiquera là-dessus forcément, parce que c'est la MIFA. Et d'autres dates sont en train de se prévoir, notamment sur Paris. En fait, je voudrais faire une dédicace à Metaluna Store, en fait, qui est le lieu incontournable pour tous les amateurs de cinéma à Paris, en fait, qui est tenu par Bruno Terrier, en fait, une des figures de la cinéphilie de genre en France, en fait, qui fait beaucoup de bonus, notamment chez Artus Film et chez d'autres éditeurs, en fait, ces dernières années. Et qui du coup a cette boutique en fait qui était Movie 2000 avant en fait, donc il y a un lien aussi avec Mad Movies, et qui du coup fait souvent des dédicaces, donc quitte à les dédicacer sur Paris, je voulais passer là-dedans. J'ai d'autres podcasts aussi, des podcasts qui sont en train de se prévoir, notamment en fait avec le Chat Conteur en fait qui est présent dans ce soir, en fait, avec qui on envisage de faire
une rencontre lecture, parce que lui, ses podcasts ont beaucoup tourné sur la lecture des œuvres, en fait, avec des lectures d'extraits du bouquin. Donc tout ça est en train de se mettre en place, quoi. Eh ben, ça fait un joli programme pour te retrouver. Du coup, toutes ces informations seront disponibles sur vampirisme.com, aussi sur le site d'ActuSF. Nous, on relaiera de notre côté, ça va de soi. Eh ben, un énorme merci, Adrien, pour ta présence ce soir. Ben, merci Jeanne, en fait, et merci aux gens qui ont bien voulu m'entendre parler de vampirologie et Ils ont l'air ce contents. projet qui Ils ont l'air contents. Encore merci, Adrien, pour ta présence, ta sympathie et ton érudition. Merci à tous, en tout cas. Et Et bonne lecture si vous vous attaquiez à la lecture de cette belle brique, parce que je suis aussi assez fier d'avoir sorti. Je pense qu'on a donné envie là.